Excellences, honorables, révérendes et révérends, Mesdames et Messieurs, je tiens à remercier la Commission Justice, Paix et Sauvegarde de la création de l'Église du Christ au Congo pour m'inviter à prendre la parole au lancement de la campagne nationale de sensibilisation et de plaidoyer sur le rapport du projet Mapping. Et spécialement, je voudrais remercier le révérend pasteur Bokondoa, le président de l'Église du Christ au Congo, et le révérend pasteur Eric Mtsenga, président de la Commission Justice, Paix et Sauvegarde de la création. Nous sommes très encouragés de voir que l'Église du Christ s'engage en partenariat avec les confessions religieuses et la société civile dans la sensibilisation et le plaidoyer sur les crimes documentés dans le rapport Mapping et ses recommandations. Il faut en effet que chaque citoyen congolais s'approprie son histoire récente et examine en profondeur les raisons qui ont poussé notre nation à traverser tant de souffrances depuis des décennies. Ce travail de mémoire est non seulement une manière d'honorer les souvenirs de ceux à qui la violence et la barbarie ont fauché trop tôt la vie, mais aussi de reconnaître le mal infligé aux survivantes et de veiller à garantir la non-répétition de ces crimes qui font honte à notre humanité commune. Mesdames et messieurs, le temps est venu pour les Congolais de regarder en face cette page si sombre de notre histoire. Le rapport Mapping a documenté 617 violations graves des droits de l'homme et du droit international humanitaire commises entre 1993 et 2003 sur le territoire de la République démocratique du Congo par une série de parties au conflit armés, notamment les forces du gouvernement congolais, pas moins de 7 armées étrangères et une multitude de groupes rebelles étrangers et congolais. Le bilan humain de ces atrocités commises à grande échelle est très lourd. Des millions de morts et de déplacés, des centaines de milliers de femmes violées, des villages pillés et brûlés, aucune famille, aucune communauté, aucune ethnie n'a été épargnée par une barbarie qui a dépassé tout entendement et dont nous avons été les témoins directs à l'hôpital des Panzi depuis plus de 20 ans. Il était nécessaire que les Nations Unies fassent ce travail d'inventaire et je salue le travail des experts onusiens qui ont enquêté et rédigé le rapport Mapping, mais aussi Madame Louise Arbar pour avoir initié le projet et Madame Navi Pillay d'avoir eu le courage de le publier il y a exactement 10 ans, le 1er octobre 2010, et ceci malgré toutes les pressions diplomatiques qu'elle a subies pour l'enterrer avant même sa publication, notamment par le Rwanda et l'Ouganda. Mesdames et messieurs, en ce 1er octobre 2020, nous ne pouvons qu'être indignés par le fait que le travail de justice sur ces chapitres si tragiques de notre histoire n'a pas été encore commencé. Face à la gravité et à l'ampleur de ces crimes, les autorités congolaises et la communauté internationale ont l'obligation morale et juridique d'établir les responsabilités et de garantir aux victimes et aux survivantes leur droit à la justice, à la vérité, à des réparations et à des garanties de non-répétition, conformément bien sûr aux recommandations formulées dans les rapports Mapping. Cet impératif de justice est d'autant plus criant lorsqu'on réalise que l'impunité dont jouissent les auteurs et les instigateurs des abus et des exactions commis sur les populations civiles constitue l'une des raisons principales qui expliquent que ces crimes se poursuivent jusqu'à aujourd'hui, presque chaque jour,
dans les provinces de l'Est de notre pays. C'est le thème de ces panels, la nécessité de la justice transitionnelle pour une paix durable. Il n'y aura pas de paix durable sans justice. La lutte contre l'impunité dont bénéficient les auteurs et les commanditaires de ces crimes les plus graves, répertoriés dans le rapport Mapping, représente un prérequis indispensable pour briser les cycles de violence et de l'instabilité et une condition sine qua non pour avancer sur le chemin d'un développement et d'une paix durable. Telle est la raison pour laquelle nous exhortons les autorités congolaises et la communauté internationale à sortir de leur procrastination face à la nécessité d'exploiter tous les outils de la justice transitionnelle en République démocratique du Congo. 10 ans après la publication du rapport Mapping, l'heure n'est plus à l'attente, mais plutôt à l'action. Mesdames et messieurs, on ne construit pas la paix avec des bourreaux en uniforme qui intimident chaque jour les victimes. Les différentes tentatives d'établir la paix en République démocratique du Congo portaient toutes en elles les germes de nouveaux conflits en privilégiant des solutions politiques à court terme sur des perspectives durables. La justice a été sacrifiée sur l'autel de la paix et l'indiscipline a été intégrée dans les forces de sécurité et de défense en accordant des promotions à ceux qui devraient répondre de leurs actes devant la justice nationale ou internationale. Le résultat est que ceux qui sont censés protéger la population et le territoire national, l'armée, la police, les services de renseignement, constituent en réalité une source de menaces pour la population et pour le pays, et sont des auteurs du chaos organisé pour piller les ressources minières et naturelles de l'Est de la République démocratique du Congo. Parmi les mesures les plus urgentes préconisées par les rapports Mapping, il y a donc des réformes institutionnelles et l'assainissement de nos institutions. Il faut d'abord et avant tout mettre à l'écart de leur position de pouvoir tous les agents de l'État, en particulier ceux de l'armée, des services de sécurité, de la police, des services de renseignement et du corps judiciaire, qui ont été impliqués personnellement dans des violations graves des droits de l'homme et du droit international humanitaire, mais aussi s'est impliqué dans des activités de corruption à grande échelle. Cet assainissement est un préalable indispensable à tout effort visant à réinstaurer la paix et l'état des droits en République démocratique du Congo et contribuer à prévenir la répétition des violations des droits de l'homme. Mesdames et messieurs, il faudra également mettre en place des mécanismes d'établissement de la vérité, car les responsables politiques congolais et étrangers se sont trop souvent illustrés par une politique de déni, de manipulation, de mauvaise foi et parfois même de mensonges au sujet de ces crimes de masse dont les femmes et les enfants sont les principales victimes. Le droit à la vérité est un droit humain qui appartient avant tout aux survivantes et à leurs familles, mais aussi fondamental dans l'intérêt de toute la société. L'établissement des mécanismes de recherche de la vérité est primordial pour promouvoir la coexistence pacifique et une réconciliation durable en République démocratique du Congo et dans la région des Grands Lacs. Nous aspirons à ce que cette page tragique de notre histoire moderne, décrite notamment dans le rapport Mapping, fera bientôt partie intégrante des programmes scolaires de nos enfants pour qu'ils ne se voient pas privés de la mémoire de leurs parents et donc de leur identité et puissent construire ensemble le lendemain meilleur. Vu le nombre de victimes et des communautés affectées par des décennies de violence, il sera aussi nécessaire pour l'État congolais de mobiliser une réelle volonté politique en vue d'établir un fonds national de réparation pour les victimes des crimes les plus graves
avec le soutien de la communauté internationale. Ces réparations pourront être sous forme diverses et être matérielles ou symboliques, alors que certains mécanismes de réparation pourraient nécessiter de gros budgets, d'autres pourraient être gratuits et immédiats, à l'instar par exemple des excuses publiques et officielles du chef de l'État au nom de la nation à toutes les femmes qui ont été victimes de violences sexuelles commises par les forces de sécurité congolaises. Mesdames et messieurs, notre vision de la justice n'est pas celle animée par l'esprit de vengeance, mais la société a besoin de repères, de faire une distinction entre les biens et les mal, entre ce qui est autorisé et interdit. C'est le rôle de la justice. Et pour les crimes les plus graves, il faut que les auteurs et les commanditaires des crimes internationaux commis en République démocratique du Congo répondent de leurs actes devant les juridictions impartiales et indépendantes. Telle est la raison pour laquelle nous soutenons la recommandation ici du rapport Mapping d'établir des chambres spécialisées mixtes au sein des juridictions congolaises où des magistrats et des juges congolais siégeraient aux côtés de leurs homologues internationaux pour rendre justice aux victimes et contribuer au renforcement des capacités des organes congolais de poursuite et de jugement. Enfin, nous plaidons également pour l'établissement d'un tribunal pénal international pour la République démocratique du Congo pour le plus gros poisson, d'une part car la Cour pénale internationale n'est compétente que pour les crimes commis après juillet 2002, et d'autre part car il faut tenir compte de la dimension régionale du conflit en République démocratique du Congo, où des armées étrangères, un grand nombre de groupes rebelles, appuyés par des pays voisins, sont intervenus sur le territoire congolais et doivent aussi être tenus responsables de leurs exactions. Nous plaidons donc pour une intervention du Conseil de sécurité sur base du chapitre 7 de la Charte des Nations Unies pour établir un tribunal pénal international ad hoc pour la République démocratique du Congo, ce qui créerait les cadres nécessaires pour que tous les États soient obligés de coopérer pleinement avec cette instance de poursuite et de jugement des crimes internationaux commis en République démocratique du Congo par des Congolais ou par des ressortissants étrangers. Que ce soit pour l'établissement des chambres spécialisées mixtes ou d'un tribunal pénal international pour la République démocratique du Congo, nous préconisons que sa compétence temporelle devrait s'étendre du début des années 90 jusqu'à aujourd'hui, car les crimes continuent. Mesdames et messieurs, nous sommes encouragés par la récente communication du président de la République démocratique du Congo, le président Félix Tshisekedi, qui a instruit le gouvernement congolais de mettre le dossier de la justice transitionnelle à son agenda lors du Conseil des ministres en date du 7 août 2020. Dans la foulée, nous proposons que le chef du gouvernement invite formellement M. Fabien Salvioli, rapporteur spécial des Nations Unies sur la promotion de la vérité, la justice, des réparations et des garanties de non-récurrence pour qu'il effectue une visite en République démocratique du Congo et assiste les autorités congolaises dans ces efforts pour mettre en place une stratégie globale de justice transitionnelle s'inspirant des meilleures pratiques et des standards internationaux. Enfin, nous souhaitons une participation effective de la société civile et des victimes, y compris des survivants de violences sexuelles, à la conception, à la mise en œuvre et à l'évaluation de ces mesures de justice qui les concernent directement dans l'esprit de la résolution 1325 du Conseil de sécurité sur les femmes, la paix et la sécurité adoptée il y a 20 ans aujourd'hui. Mesdames et messieurs, travail, justice et paix, tel est l'emblème qui figure dans notre Constitution. Alors, mettons-nous au travail, chers compatriotes, pour rendre la justice et construire la paix.
Je vous remercie.